Voilà, merci à tous d'être là, d'être venus fort nombreux d'ailleurs. Moi, sur un sujet aussi ardu que Nietzsche, je pensais qu'on aurait moins de monde, mais voilà, comme quoi ça intéresse. Justement, je suis contente d'être avec Émeric aujourd'hui parce que il y a 6 ans de cela, en novembre 2017, c'est tous les deux qui avons lancé le premier café marxiste. C'était une idée pour faire quelque chose d'un petit peu plus convivial, en se disant, bon voilà, on va faire des conférences en même temps, on prendra un pot. N'oubliez pas d'ailleurs de prendre un pot parce que le bar, plutôt le Spoutnik, ouvre exprès pour nous. Et bien entendu, il ne le fait pas par idéal politique, mais parce que il espère bien que tout le monde va boire un coup. Donc, n'oubliez pas de le faire de façon à ce qu'il continue à nous accepter comme ça le samedi après-midi. Donc, mais le café, c'est très politique. Voilà, du Procope jusqu'au chlore. Les cafés ont toujours été des lieux effectivement très politiques. Voilà. Et donc, il y a 6 ans de cela, quand on l'a créé, nous, on avait fait ça dans un bar à Belleville. Le mec, bon, il connaissait, voilà. Donc, il a accepté de nous faire entrer. Quand il a entendu marxiste, c'est à peine si on a pu finir notre conférence, il nous a foutu à la porte, plaf. Et puis ensuite, on a tourné, erré de café en café. On était allé dans des cafés sur la place de la Bastille, où il y avait un boucan d'enfer, c'était une horreur. Le gars, il nous passait devant pour faire le service. Enfin, c'est vraiment de fort mauvais souvenirs. Et puis finalement, voilà, nous avons donc été acceptés une fois par mois par le bar Le Spoutnik, qui nous ouvre tout exprès ses portes pour nous. Et donc, je tiens encore une fois à remercier le Spoutnik. Aujourd'hui, je tiens aussi à remercier l'équipe du Café Marxiste qui s'est agrandie depuis ces années, parce qu'au départ, on a fait ça avec des moyens de fortune. Donc les gens, ils écrivaient en dessous, oh là là, on entend mal, il y a du bruit, le son, voilà. Mais justement, on a fait ça avec des moyens de fortune. Et au fur et à mesure du temps, l'équipe a pu petit à petit acquérir certains matériels, je vais en reparler, et puis être présente. Et je tiens à remercier... c'est même plus mon adjoint, c'est moi qui suis devenue son adjointe parce qu'il fait tout. Nous avons donc sur la chaîne des cafés marxistes non seulement les conférences que nous faisons ici, mais des interviews. Donc ce qui fait que tous les 15 jours, il y a quelque chose sur la chaîne YouTube des cafés marxistes, avec une explosion véritablement des abonnés. On est passé de 4000 et quelques abonnés à 12 000 en un an. Donc merci à tous ceux qui se sont abonnés et qui nous suivent régulièrement sur cette chaîne. On a eu effectivement des interviews extrêmement intéressantes, que ce soit évidemment Georges Gastaud qui en a fait toute une série sur le marxisme, que ce soit Michel Colomb sur l'Ukraine, Bruno Huguig, Victor Dedade, Jacques Pauwels, j'en passe, etc. Et donc on va continuer comme ça sur cette lancée. Merci beaucoup Yannick. Bon évidemment, hein, on est à des milliers d'années-lumière des médias qui nous matraquent jour et nuit avec les mêmes sempiternelles idées. Je finis par me dire, mais évidemment, comment les gens peuvent-ils penser autrement alors que jour et nuit ils entendent les mêmes choses, tout va bien, dans le meilleur des mondes, il y a la guerre partout, mais le capitalisme c'est comme ça, voilà. Et donc il nous est fort difficile de casser cette chape de plomb qui nous étouffe. Et donc, on a essayé non seulement de faire des choses différentes et puis amplifiées, mais d'acheter un meilleur matériel, de façon à avoir un meilleur son. Et c'est pourquoi, je vais faire comme Wikipédia et puis tous les autres, je vais vous demander à tous de nous soutenir financièrement, dès que vous le pouvez, ça va de 1 à 1 million d'euros, comme vous le voulez, pour développer la chaîne, et plus, des cafés marxistes qui continuera tant que faire se peut à développer nos lumières communes. En effet, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il est plus qu'urgent de faire grandir le front de la lutte pour l'hégémonie culturelle progressiste dans un contexte, on ne peut pas le nier, c'est très clair, enfin je pense pour tous ceux qui nous écoutent, de fascisation accélérée en France et dans l'Union européenne. Voilà. Alors, c'est bien de suivre nos interviews, c'est bien de suivre nos conférences, mais voilà, il y a une chose sur laquelle je ne cesse d'insister chaque fois qu'on en parle, c'est de lire les ouvrages, de lire des revues scientifiques, etc., qui véritablement traitent de ces sujets. Parce que
on peut écouter un podcast, on peut écouter voilà, une conférence comme ça, etc., tout en faisant autre chose. Mais la lecture, ça oblige à une réflexion approfondie. On prend son temps, on va s'arrêter pour repenser à quelque chose, etc. Et l'analyse sera bien plus développée. C'est pour ça que je vous conseille toute une série d'ouvrages. Alors évidemment, à tout seigneur, tout honneur, puisque nous avons aujourd'hui Aymeric qui est à la tête des éditions Delga et qui vient de faire retirer, on va dire, son ouvrage qui s'appelle Misère du nietzschéisme de gauche. Ça, je vous jure que ça vaut la peine, parce que moi, cette idée de gauchir l'auteur de Ainsi parlait Zarathustra, ça me semblait un truc complètement impossible quand j'étudiais ça au siècle dernier, et parce que voilà, tout ce que j'en avais lu, tout ce que j'en avais étudié, ça me paraissait, eh ben non, c'est devenu très 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 à la mode. Il y a toute la gauche, avec un accent circonflexe sur le haut, comme Onfray, j'en passe, et les meilleurs, qui par ce coin-là, arrive à attaquer le matérialisme issu des Lumières, et ben, finalement, in fine, attaquer toute philosophie issue du matérialisme et du mouvement ouvrier. Voilà. Alors forcément, attends, je ne sais pas si je l'ai, oui voilà, forcément, Aymeric a fait paraître aussi un ouvrage qui date de 1954, de Lukács, sur la destruction de la raison, où déjà cette espèce de nietzschéolatrie voilà, ambiante était déjà dénoncée. Voilà. Et ça permet de comprendre que finalement le fascisme n'est pas un animal préhistorique fossilisé, mais que le ventre est encore bien fécond, d'où a jailli la bête immonde. Voilà. Et tous ces jolis grands hommes de gauche, comme les surnomme Aymeric, ben, ferait mieux de lire par exemple les biographies, où est-ce qu'il est, de Losurdo, voilà, hop là. Donc, ça c'est le résumé d'une immense résumé qu'on a aussi publié. Hein. Voilà, il y a deux gros livres, il y a celui-ci, voilà, qui est un résumé, et l'autre, donc, Le Rebelle aristocratique, qui est un gros pavé, et tous les deux aux éditions Delga, voilà. Je voulais aussi faire une autre publicité, rapidement, parce que quand même, je suis là pour ça. C'est, comme le disait déjà Lénine en son temps, un parti ne peut s'organiser qu'avec un journal dans lequel on va avoir des informations différentes de celles qu'on nous assène toute la journée, des analyses différentes de celles qu'on nous assène toute la journée. Et donc, je vous conseille de vous abonner, évidemment, à Initiative communiste. Nous avons travaillé aussi sur des argumentaires de lutte, dans lequel il y a des questions qui nous sont posées, et ces questions-là, nous y répondons. Voilà, dans cet argumentaire de lutte que vous pouvez acheter là-bas. De la même façon, je ne saurais trop vous conseiller de vous abonner à la revue que j'ai l'heure de diriger, qui s'appelle Étincelle, et qui est une revue théorique avec des articles de réflexion, que ce soit de philosophie, d'histoire, d'économie, d'écologie, etc., sur lesquels nous travaillons beaucoup. Et je termine en vous annonçant les 2 prochains cafés qui arrivent. Le 13 janvier, c'est avec un grand plaisir que nous accueillerons Anne Morelli, et qui viendra nous parler de sa recherche, de son travail, de son ouvrage aussi, Les principes élémentaires de la propagande de guerre. Et donc, il vient d'être réédité en 2023 aux éditions Aden, et elle en apportera quelques-uns ici. Et c'est surtout, voilà, les questions qu'on voudra lui poser, c'est comment peut-on résister à ce bourrage de crâne intensif qui est véritablement de tous les côtés, quoi. Voilà. Ah, juste pour ceux qui viendront, attention. Comme Anne doit prendre le train pour retourner en Belgique, ça sera de 14 à 16 et pas de 14h30 à 16h30. Hein, voilà. Et le 3 février, ce sera au tour du sociologue marxiste Alain Beer de nous parler d'un ouvrage, 3 gros trucs en 3 tomes, Le premier âge du capitalisme. Donc voilà, ils sont là aussi, et je vous conseille vivement de vous informer là-dessus et de venir très nombreux écouter tout cela. Je vais donc laisser la place à, non pas Nietzsche, mais à Aymeric, qui va vous parler, et bien sûr, des misères du nietzschéisme de gauche. À bientôt. Alors, merci infiniment, Gilda, pour ta présentation. D'un point de vue strictement légal, je rectifie une petite chose. Je ne dirige plus officiellement, mais même officieusement, les éditions Delga. Je laisse ça à mon collègue, puisque j'ai d'autres activités en ce moment. Mais évidemment, je suis fondateur de cette maison d'édition, et je l'ai évidemment bien à cœur. Et j'exclus pas un jour de revenir aussi
dans la direction de maison d'édition, mais bon, ils ont bien voulu republier ce livre. Alors, c'est un livre que j'ai publié il y a 16 ans, aux éditions Aden. Bon, je vais arrêter avec les questions d'édition, ça va pas, les gens ne s'intéressent pas tellement aux éditeurs. Mais je veux quand même rendre hommage à Gilles Martin, à qui on doit la naissance de ce livre et sa renaissance aujourd'hui. Gilles Martin, des éditions Aden, qui, à mon avis, restera dans l'histoire dans la catégorie des Maspero, c'est-à-dire des grands éditeurs marxistes. Et voilà, il m'a envoyé une lettre très aimable, me dire qu'il avait beaucoup apprécié ce livre et ça m'a beaucoup touché. Voilà. Donc pour la republication, j'ai écrit quand même une longue préface, y compris parce que j'étais confronté, c'est peut-être la première fois que ça m'arrive, avec un passé assez proche, mais bon, 15-16 ans. Et la France a tellement changé depuis cette époque. Le paysage politique aussi, le paysage philosophique, j'ai presque l'impression qu'on était... Déjà, je me suis rendu compte biographiquement, pardon pour l'anecdote, mais que j'avais autant vécu au XXe siècle qu'au XXIe siècle. Alors, enfin, c'est un hasard, hein, je suis né en 77. Mais beaucoup de choses sont des problématiques qui datent vraiment du XXe siècle, à laquelle j'essayais de répondre. Et alors, en même temps, une fois n'est pas coutume, on m'a souvent reproché de mal présenter les bouquins des éditions Delga, de ne pas être un très bon vendeur. Et une fois n'est pas coutume, je ne vais pas déroger à cette règle, parce que je vais presque vous dire, n'achetez surtout pas ce livre, il est complètement démodé. Mais surtout, là, il y a des jeunes gens qui veulent vous le vendre, faites attention, courez très vite en dehors du café. Mais je vais peut-être commencer par cette idée que le nichéisme de gauche n'existe plus. Voilà. Donc, mais en même temps, ça m'a particulièrement... ça m'a beaucoup coûté d'écrire cette préface parce que c'était vraiment problématique. Qu'est-ce qui s'est passé? Et pourquoi à l'époque c'était si important au point où je voulais en faire presque un premier livre? Ça me tenait énormément à cœur. Et alors aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est des métastases. Alors, par contre, les métastases, c'est quand même peut-être pour ça que je pense que ça a toujours son intérêt. Mais comme tant cette préface avec son intérêt et qu'il faut en parler, c'est qu'est-ce que c'est devenu? Et en quoi ça comptait et qu'est-ce qui s'est passé? Je le dis enfin, pour vous expliquer les choses très clairement, aujourd'hui, de toute façon, il n'y a plus besoin d'être de gauche, parce que la France est complètement à droite. Voilà. C'est ça qui s'est passé depuis 15-16 ans. C'est une droitisation complète du pays. Donc, et en même temps, le Nietzsche, que je considère assez authentique, hein, si on peut discuter à l'infini, c'est pas tellement un livre sur Nietzsche que j'avais fait, c'est vraiment un livre sur les Nietzschéens de gauche. J'avais contourné le problème de Nietzsche, parce que bon, c'est énorme, hein, c'est comme un iceberg, hein, les aspérités sont difficiles. Je pense que Le Sourdeau, lui, a écrit un livre définitif là-dessus, on va en parler. Mais moi-même, je m'étais contenté de parler des Nietzschéens de gauche, c'est-à-dire un phénomène qui avait, oui, presque 50 ans à l'époque, allez, je dirais, depuis... On pouvait en retracer, disons, la généalogie quasiment à l'époque de Nietzsche ou tout de suite après. Je parle de gens complètement oubliés comme Georges Parlant ou Charles Landler, etc. Mais c'était un petit peu anecdotique. Vraiment, le sommet du nietzschéisme de gauche, c'est tout ce qui a donné la French Theory. Hein, c'est-à-dire Deleuze, Foucault, et oui, Derrida aussi. C'est vraiment ça, c'est un esprit 68. Alors c'est un esprit de gauchisme, 68, je dis gauchisme au sens pas communiste, hein, au sens péjoratif que le terme gauchiste a dans la bouche de Lénine. Hein. Parce qu'il y a un 68 communiste aussi, hein, comme vous le savez. Voilà. En tout cas, le 68 gauchiste est extrêmement anticommuniste. Et le nietzschéisme de gauche est un pilier de la French Theory. Alors, j'avais fait une conférence en anglais à l'EHESS cet été. Et je leur avais expliqué, ils étaient presque tombés de l'armoire. Je leur disais, mais vous savez, nous on appelle ça French Theory, mais avec le mot anglais, et en prononçant à la parisienne comme je le fais. On dit pas théorie française, heureusement que toute la théorie française se réduit pas à la French Theory, quoi. La French Theory, c'est vraiment c'est un choix qui a opéré une opération même on sait, hein, de la CIA, qui s'est faite à un moment de choisir un certain nombre d'auteurs. Pas forcément, ces auteurs n'en étaient absolument pas conscients, hein, mais on les a choisis pour leur potentiel anti-marxiste. C'est pour ça, des fois, il y a de très belles opérations de police qui ne sont pas forcément bêtes. Hein. Et ça a créé, en fait, ça a contribué à la démarxisation dans notre pays, c'était ça le but. Et aujourd'hui, la raison pour laquelle en fait, j'ai repris les droits, j'ai demandé gentiment de reprendre les droits sur ce livre,
c'est parce qu'il suscite un fort intérêt aux États-Unis. Là, il va y avoir la traduction en fait va me parvenir très prochainement. Et tout simplement parce que le nietzschéisme de gauche est un des piliers, peut-être le pilier le plus essentiel de la French Theory, c'est-à-dire une réhabilitation méthodologique de Nietzsche avec une programmatique qui reste révolutionnaire, qui reste émancipatrice, voilà, qui a tous les aspects, disons, qui donne tous les gages de ce qu'on appelait la gauche encore et jusqu'à quelque temps, mais qui est foncièrement anti-marxiste et qui veut démarxiser la gauche. Et donc Nietzsche a été utilisé comme ça. Évidemment, on l'a choisi, on a pioché ce qui intéressait les gens là-dedans. Alors aujourd'hui, aux États-Unis, ça trouve un fort intérêt et je comprends, ça me fait réfléchir à un livre que je suis en train un livre épistolaire que je suis en train d'écrire avec Gabriel Roquil qui m'avait invité à ce propos. C'est un livre sur la French Theory en règle générale, que j'étais en fait incapable d'écrire moi-même parce que je vois bien qu'il y a eu des pseudopodes et des métastases de l'autre côté de l'Atlantique. Et je connais mal ce pays. J'y ai jamais mis les pieds. Bon, je me suis toujours dit qu'il suffisait d'ouvrir la télé pour être aux États-Unis. C'est vraiment des pays que j'avais absolument pas envie de visiter. Mais bon, j'ai quand même tort parce que, comme ça, c'est un pays assez complexe. Hein. Il y a vraiment, c'est un pays qui a aussi des ferments révolutionnaires. De ce point de vue, c'est très différent de l'Angleterre. Là, en ce moment, vous aviez un bipartisme, et puis après, il y a eu une espèce de tea party, et puis d'un seul coup, on voyait bien que les communistes revenaient aussi. Ils avaient été complètement persécutés à l'époque de Gus Hall et du CPUSA, mais là maintenant, ils existent quand même. Et ils se rendent bien compte du problème. Mais en même temps, ce qui est en train véritablement de gangréner la gauche américaine, états-unienne, il faut dire ça comme ça, parce que par respect pour nos camarades sud-américains, je dis ça parce que je voyais dans des commentaires internet, je sais plus, une fois j'étais passé sur RT et quelqu'un m'avait reproché d'utiliser une sorte de néologisme. On est obligé de dire comme ça, en italien, en espagnol, on dit États-Unis. Voilà. Bon, pour éviter de leur faire le cadeau de toute l'Amérique. Donc en tout cas, aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle l'identity politics, qui est en train véritablement de gangréner la gauche, de prendre, par exemple, ça a pris le pouvoir à l'université. Là, ce camarade, là, Roquil, me disait que c'était vraiment un des derniers profs marxistes, je dis prof au niveau universitaire, avec son épouse d'ailleurs. C'est pas qu'il n'y a pas de marxistes, hein, mais c'est effectivement qui arrive à avoir, disons, une certaine influence sur ce qui peut s'étudier. Ça devient très très rare. Ils ont vraiment fait le ménage. Parce qu'en fait, on a réussi en fait à développer l'identity politics. Alors on appelle ça wokisme, si vous voulez, parce que c'est woke, ça se veut éveiller, des gens qui sont éveillés. Mais alors, une des caractéristiques, je veux dire, quel rapport avec Nietzsche ? J'y vais tout de suite, parce que pour la caricature de ces gens qui se disent woke, Nietzsche est de toute façon ce qu'on appelle un dead old white man, un vieil homme blanc mort, mais au même titre que Marx, hein, donc que Homer, que Dante, que tout ce que vous voulez, donc peu importe, mais bon, ça fonctionne pas. Donc, mais c'est évident qu'ils vont pas, en même temps, bon, il y a des tas de choses chez Nietzsche qui leur conviendraient pas. Par contre, il y a vraiment quelque chose qui leur plaît, c'est quand Nietzsche dit « tu dois devenir ce que tu es », le refus de la dialectique, parce que ça a été relu par Gilles Deleuze, qui en a fait le grand penseur anti-dialectique, qui affirme les concepts, qui affirme jusqu'au bout, indépendamment de tout contexte. Ils en ont fait vraiment le penseur anti-Hegel, c'est-à-dire le penseur anti-dialecticien, par excellence. Et vous savez, le gros drame en fait, de cette politique dite identitaire, enfin, identity politics, vous voyez, nous, quand on dit identitaire, c'est extrêmement compliqué de comparer même des concepts, en fait, d'une langue à l'autre, parce qu'en fait, les histoires sont tellement différentes, et Dieu sait qu'entre la France et le monde anglo-saxon, à la fois, c'est très proche, les langues sont très proches, mais alors, en termes d'institutions, on ne perçoit pas du tout la politique de la même manière. Mais nous, un identitaire, on imagine, je sais pas, moi, espèce de, je sais pas, une librairie corse ou niçoise, moi, je pense que c'est, parce que, voilà. Dominique qui aimait plus la Corse, moi c'est plus niçois, c'est normal. Et voilà, c'est un côté un peu régionaliste, voilà, bien d'extrême droite.
Mais alors chez eux, ça part peut-être même d'une bonne intention, parce que ce sont des gens qui, effectivement, il y a un tel racisme aux États-Unis qui est systémique quasiment, enfin qui dure depuis tellement longtemps. Je veux dire, on sait bien que la ségrégation commence à la fin de la guerre de sécession. C'est qu'après l'esclavage, il passe à la ségrégation. Donc on n'en sort pas de cette histoire. Et quand vous êtes noir aux États-Unis, si un flic vous arrête, faut vite lever les bras en espérant qu'il vous tire pas dessus. Je nie absolument pas ce problème. Hein. En France, pour rentrer dans Paris, effectivement, on a pas mal de contrôles aussi en fonction de sa couleur de peau, ça existe aussi. Bon, je nie absolument pas ça. Simplement, voilà, les gens, c'est toujours pareil, c'est que quand vous êtes attaqué selon ce que vous êtes, une femme, je sais pas, un homosexuel, juif, noir, tout ce que vous voulez, vous êtes toujours légitime à vous défendre pour ce que vous êtes, et être républicain, être communiste, ça sera toujours vous défendre pour ce sur quoi vous êtes attaqué. Mais en même temps, on vous donne toujours la possibilité, dès l'esprit républicain, de vous dire vous pouvez accéder à l'universel, vous pouvez accéder à la citoyenneté, et de toute façon, vous serez reconnu comme ça. Et vous avez le droit à la différence, et vous avez le droit à l'indifférence. Et quand vous avez besoin de la différence, vous prenez la différence. Quand vous avez besoin de l'indifférence, vous prenez l'indifférence. Les deux vous sont garantis, vous avez besoin des deux. Voilà. Alors, l'identity politique, c'est toujours... Déjà, moi, ce qui me gêne, c'est qu'à chaque fois, ils arrivent en disant « as a woman », en tant que femme, as a black, racialized people, etc. Mais on n'en sort pas. Ce qu'il faut, et donc, à chaque fois, on parle de l'identité, et on parle jamais de classe ouvrière unie, on parle jamais d'unifier les travailleurs, on parle jamais de... Je sais bien que c'est facile pour moi, parce que je me suis rendu compte que dans mon pays, quand je suis dans mon pays, je n'appartiens à aucune minorité. Voilà, j'en ai parfaitement conscience. Hein. Mais en même temps, je me rends compte que, si c'est pour détruire... Si on augmente la politique identitaire et qu'on détruit toutes les forces communistes, on va pas y arriver. Hein. Donc c'est le Parti communiste, par exemple, qui présentait des femmes aux élections alors que les femmes n'avaient pas le droit de vote. Enfin, d'abord la CGT, après le Parti communiste. Donc il faut tout ça, il faut que tout le monde accède au même droit. Mais une politique qui réduit tout aux questions d'identité, qui fait s'affronter les minorités entre eux, ou qui va porter, je sais pas, la guerre civile entre, je sais pas, la femme et son mari, etc., au lieu d'essayer d'unifier la classe, vous voyez ce que je veux dire, c'est une catastrophe, c'est un détournement de problématiques. Donc, la pensée anti-dialectique, l'incapacité à accéder à l'universel, parce que ce qui dit à dialectique dit forcément universel. C'est comme un jeu d'échecs, si vous bougez une pièce, forcément c'est tout l'ensemble qui en est modifié, toute la stratégie. C'est ça, penser dialectiquement. Vous êtes obligé de penser les contradictions, mais surtout aussi l'idée de totalité. Et ça, on a barré la route à Hegel, parce que sous prétexte que totalité veut dire totalitaire. Donc vous avez, ça a été extrêmement bien pensé, et Nietzsche, c'est le philosophe qui pense à coup de marteau. En tout cas, il a été utilisé comme ça par les Nietzschéens de gauche, donc notamment Deleuze, dans un sens anti-hegelien. Et par Foucault. Alors Foucault, au contraire, c'était plutôt, ce qui l'intéressait, c'est l'archéologie, la généalogie, une sorte de choix plus ou moins subjectif sur les causes, pour en même temps choisir à peu près la généalogie qui lui convenait. Si vous remplacez en fait les causes matérialistes, marxistes, Marx c'est le penseur qui fonde les sciences humaines au 19e, c'est ce que disait Pierre Villard, il avait bien raison, grand historien. C'est à partir de Marx que les sciences humaines sont formées. À partir du moment où vous faites une généalogie, vous mythifiez les choses, vous choisissez en fait. Et il y a aussi un gros problème aussi épistémologique que Nietzsche a affirmé, sur lequel il a cherché d'une certaine manière. Il faut lui rendre hommage, parce qu'il est allé, en tant que penseur, il est allé jusqu'au bout de la démarche. Il a essayé de se dire, on va remettre en cause la démarche philosophique elle-même. On va sortir de la philosophie. Donc la vérité n'est pas une valeur en soi. Peut-être qu'on a 1000 ans de quelque part de pensée même scolastique, catholique, enfin chrétienne par exemple, sur aristotélicienne, sur l'adéquation de la vérité à la chose. Il a essayé en fait de subvertir tout ça en disant en fait ce qui compte, c'est pas simplement du pragmatisme, ça va plus loin que ça, c'est le critère de la vie, c'est le critère c'est la vie qui décide ce qui est vrai ou ce qui est faux. C'est-à-dire, en fait, on remettait ça dans un contexte néo-darwinien. Donc, d'une certaine manière, il fallait sortir de l'idée même de vérité. Et donc, alors qu'au contraire, le marxisme fait le pari de la scientificité. Le marxisme, c'est pas simplement une indignation morale, c'est pas simplement une idée de justice, même si c'est ça aussi, mais c'est surtout l'idée. C'est pour ça que Marx était absolument incontournable. C'est pour ça qu'en fait on n'a pas réussi à le remplacer par autre chose, ou qu'il n'a pas été, on n'a pas trouvé un penseur de substitution. Parce que ce que voulait dire Marx, c'est que de toute façon, le socialisme est dans les contradictions même du capitalisme. Il est là et on peut l'observer, on peut le prouver.
À partir du moment où vous avez la baisse tendancielle du taux de profit, de toute façon, dans le système capitaliste, dans le mode de production capitaliste, le socialisme est là, il est en germe. Et effectivement, ce sur quoi il y a débat, c'est en combien de temps ça va finir, et quelles sont, à quel point ces contradictions, est-ce que le capitaliste n'a pas la possibilité éternellement de repousser l'échéance? Mais en tout cas, c'est un jugement scientifique. En tout cas, le marxisme parie sur la scientificité. Et d'une certaine manière, ça épouse complètement les deux penseurs, c'est leur attitude vis-à-vis de la vérité, vis-à-vis de la position scientifique. Donc, d'une certaine manière, choisir Nietzsche, c'était en même temps lui rendre hommage, c'était voir sa force subversive. C'est pour ça que d'ailleurs, Losurdo est allé plus loin que Lukács quand là, il a vraiment étudié Nietzsche, parce qu'il l'a pris beaucoup plus au sérieux. Enfin, on va en reparler. Donc, quel était aussi le but? Donc, sortir de cette... d'une certaine méthodologie, d'une certaine épistémologie, d'une certaine foi dans le savoir, attention, pas une foi aveugle, au sens où les modes de production nous menaient absolument au capitalisme selon le même mode réglé. Vous savez qu'il y a eu des caricatures, par exemple en Union soviétique, on présentait tellement les choses de l'esclavagisme au féodalisme, puis après au capitalisme, et puis après au socialisme, et par exemple il y avait des erreurs énormes, du genre, on sait qu'en Chine il n'y a plus de féodalisme par exemple. Il y en avait au Tibet, il y en avait au Japon, mais on a essayé au bout d'un moment de rectifier le tir, on disait un mode de production asiatique, mais est-ce qu'il est si asiatique que ça? Bon, voilà, il y a des tas de... Et puis en même temps, bon, l'histoire a l'histoire bégaye, hein. Et puis des catastrophes, ça existe, et puis la décadence, ça existe aussi, et puis l'irrationnel est là aussi. Quand Hegel dit le rationnel est réel, tout le réel est rationnel, ça ne veut absolument pas dire qu'une personne à elle-même vous donne toutes les garanties de rationalité. Mais donc d'où d'ailleurs l'intérêt de ce livre, séminal, qui était celui de Lukács par rapport à la destruction de la raison. Il se demandait à partir de quel moment dans la philosophie vous avez une pensée irrationnaliste. C'est étonnant, on peut même en donner la date. Et il le trouve dans l'idée d'intuition intellectuelle chez Schelling. Pas avant. Pas avant, vous avez peut-être des penseurs totalement réactionnaires, mais ils argumentent avec les arguments de la raison. Enfin, en tout cas, sur le mode avec des arguments scientifiques. À partir de Schelling, qui vous dit, vous avez, selon que vous êtes noble ou pas noble, en gros, une intuition qui vous permet d'entrevoir la vérité, alors que Hegel vous dit, non, finalement, c'est une question de travail, c'est une question de méthode. Enfin, ça prend le temps que ça prend, mais voilà, les données sont là, ça se travaille. Il y a un côté, à la fois, c'est un auteur très dur à lire, mais c'est en même temps un auteur presque plébéien, d'une certaine manière. Descartes, pareil, ce sont des gens qui, de toute façon, à partir du moment où vous êtes du côté de la rationalité, on va tous c'est pas forcément à la portée de tout le monde, mais on peut s'y mettre. À partir du moment où vous avez cette idée du savoir aristocratique, vous passez dans un autre type d'épistémologie. Alors, par exemple, Lukács étudie ça, il étudie aussi, par exemple, et ça c'est typique pour Nietzsche, à partir de quel moment des philosophes, ou des anti-philosophes, ou des philosophes qui veulent remettre en cause la philosophie, qui veulent sortir de la philosophie, se mettent à ne pas lire les auteurs. Et ça, c'est pas Schelling, parce que Schelling connaissait Hegel par cœur. Ils étaient amis, hein, donc amis ennemis, puisqu'après il va être utilisé pour déségaliser l'université, mais évidemment qu'il le connaissait sur les doigts. Le premier qui commence à ne pas lire les auteurs qu'il critique, c'est un symptôme, c'est Schopenhauer. Même si, comme on sait, il connaissait son Kant par cœur. Hein. Le monde comme volonté et représentation est totalement un but de Kant. Mais à partir de Hegel, il y a des raccourcis, ou de la base polémique qui se passent par des exercices philosophiques. Alors en même temps, on le sait, il ne peut pas y avoir d'exercice philosophique qui s'appuie, ne serait-ce que sur des choses marginales chez un auteur. Un raisonnement philosophique, vous vous attaquez à ce qu'il y a de meilleur. Sinon, en fait, vous n'êtes pas à la hauteur du travail. C'est pas dans des faiblesses. C'est pour ça que le côté pamphlétaire, moi personnellement, justement, on voyait un petit peu, j'ai encore continué dans l'autocritique, mais au bout d'un moment, il faut sortir du pamphlet, parce que le pamphlet, on attaque sur des faiblesses. Un travail philosophique, il se fait forcément c'est Gramsci qui le disait, il faut attaquer un auteur sur ce qu'il a de meilleur. Donc voilà. Mais vous avez donc ce symptôme, tout ça reste vrai, vous avez le symptôme de la non-lecture. Nietzsche est un représentant quand même de cette non-lecture. Alors vous avez toujours des gens qui disent il a vu des symptômes,
Et il s'est approprié. Mais par exemple, on sait que quand il parle du socialisme, il ne connaît pas les auteurs socialistes, il ne connaît pas le marxisme. Et Lukács parle même d'apologétique vulgaire du capitalisme. Et il dit, ce qui était assez étrange, il le voit même par exemple chez Max Weber. Max Weber, il donne un exemple assez drôle, il dit il se serait suicidé s'il s'était trompé sur le nom d'une dynastie chinoise. Mais quand il s'agissait de parler de marxisme, il pouvait sombrer dans une vulgarité insane et faire des comparaisons du genre le Marx ne s'intéresse qu'au bas-ventre, etc. Enfin, quand même, ça c'est quand même encore plus trop vulgaire, mais bon, ça existe, une sorte de caricature de caricaturer le marxisme en matérialisme vulgaire, par exemple. Donc ça aussi, c'est encore une tentative de sortie de la philosophie, même de l'exigence de travail philosophique. Alors vous allez me dire pourquoi Nietzsche, et en plus, comme vous dites, moi j'ai vraiment voulu éviter, ça a été mal compris à l'époque, je me suis mal expliqué là-dessus, et j'aurais dû le faire dès le départ, parce que je me souviens très bien, on me disait, mais alors vous nous interdisez de lire Nietzsche. Et je me souviens très bien, ça c'était. En plus, moi j'étais jeune, donc j'étais totalement, influençable. Enfin, j'étais désarçonné par cet argument. Je me disais, mais non, il ne s'agit pas du tout de ça. En fait, je me comprenais que ce que j'aurais dû dire, parce que ce qui était ça, il suffisait de regarder les chiffres de vente des livres, etc. J'aurais dû être un peu plus éditeur, penser au monde de l'édition. Non, ce qui s'agissait, c'est de ne plus nous faire lire Marx. Donc je donne un exemple, c'est que Lucien Sèvres avait donné... Lucien Sèvres, c'est un très grand philosophe marxiste proche du PCF, qui a fait paraître de très, très importants livres de philo, qui a dirigé longtemps les éditions sociales, donc il savait de quoi il parlait. Il les voyait, les chiffres de vente du Capital, puisqu'il y avait que les éditions sociales qui les publiaient, je crois, à l'époque. 400 livres, à l'époque, à mon avis ça a dû baisser, parce que les chiffres de lecture baissent, 400 exemplaires du Capital vendus par an. À l'époque où il en parlait, à mon avis c'était il y a 15 ans à peu près. Ouais, voilà, début 2004, merci pour... je vois qu'il y a un bon lecteur de Sèvres dans la salle. Et voilà, 400 exemplaires du Capital. Et 30 000 exemplaires de la généalogie de la morale. Alors, la généalogie de la morale, c'était... ce qui est assez bizarre, je trouve que c'est un des livres les plus difficiles à lire de Nietzsche. Enfin, c'est pas le plus agréable, je trouve que... Il y a un côté aphoristique sympathique, qui plaît, parce que c'est souvent un auteur qu'on lit quand on a 15-16 ans, parce qu'on est adolescent. C'est aussi... Donc de ce point de vue-là, moi, je réglais des comptes personnels, mais c'est normal. Et en même temps, si ça plaît, cette forme-là, en fait, d'ailleurs, elle est française, c'est emprunté aux moralistes français, elle est très importante. Mais bon, des fois, c'était un peu troublant, parce que quand on pense donc ces 30 000 lecteurs de la généalogie de la morale par an, bon, il y a marqué dans la généalogie de la morale que la Révolution française est un complot juif. Bon. Donc est-ce que vraiment tous les gens qui lisent Nietzsche ont lu ça et pensent ça et se représentent en fait le plus grand événement historico-mondial de l'humanité qui s'appelle la Révolution française et qui est absolument fondateur dans l'histoire de notre pays, de tout ce que nous sommes, comme un complot juif? Vous pensez vraiment que les gens vont jusque-là? Bon, c'est évident que non. Et c'est évident aussi qu'ils n'ont pas lu sérieusement. Donc c'est ça aussi, c'est la non-lecture qui s'ajoute à la non-lecture, on ne sait pas de quoi on parle en fait. Et il s'agissait, et en même temps, vous voyez que c'est différent de lire des aphorismes plaisants, dont certains sont absolument minables. Dire Spinoza, c'est spineux, là, comme une araignée, donc des fois, comme on disait, quandoque bonus ormitat Homerus, des fois le brave Homère sommeille, et le brave Nietzsche aussi, il sommeille aussi, tout n'est pas génial. Je trouve que La Bruyère va beaucoup plus loin. La Bruyère, c'est le fondateur de la sociologie, c'est bon, voilà, mais ça... d'une certaine manière, il était fasciné par les Français, mais il y avait quelque chose peut-être qui lui échappait. En même temps, il y a des choses plaisantes, il y a des remarques qu'on peut prendre, plus ou moins, sur des... je sais pas, moi, l'esprit des peuples, on peut s'amuser, voilà, pourquoi des espèces de légendes sur... ça fait partie un petit peu de la... des idées reçues d'une certaine manière, jouer avec. C'est vrai que c'est plaisant à lire, et puis c'est un auteur... Et puis par exemple, alors la thèse qui a fait couler le plus d'encre, c'est la naissance de la tragédie. Alors tout de suite, il s'est opposé au plus grand philologue de son temps, c'était Wilamowitz-Moellendorff. Et bon, en même temps, l'essai est stimulant, vous avez tout le contexte avec Wagner, donc tout ça, c'est un auteur, bien sûr, qu'il faut lire. Mais en fait, ce que je voyais bien, parce que dans cette époque, on était en train de décommuniser, à l'époque où j'écrivais, mais il s'agissait vraiment
d'en finir avec Marx. Moi, j'ai connu une époque juste après la chute du mur de Berlin. Il fallait même plus dire, je sais pas, prolétariat, capitalisme, etc. Même capitalisme, fallait même pas nommer le nom du vainqueur. C'était complètement ringard. Hein. C'était vraiment, vous pensez encore comme ça. C'était vraiment, il fallait complètement éradiquer. Et après, en fait, on a vu tout simplement que Marx est increvable. Parce que il est revenu aujourd'hui, le contexte est là, quoi. Donc, parce que tout simplement, les contradictions du mode de production, elles sont là. Elles n'ont pas chuté avec le mur de Berlin. Elles sont toujours là. Donc, oui, il s'agissait. Donc vraiment, l'histoire, c'était de démarxiser dans ce pays et de faire avaler aux gens, en fait, l'idéal aristocratique nietzschéen, mais pour une consommation plébéienne. C'est-à-dire vous-même, vous, lecteur de Généalogie de la morale, vous allez vous persuader. Bon, on ne vous demande pas de vous engager dans la SS, hein, évidemment, ça ne vous demande pas d'exterminer les... c'est vrai qu'il y a des passages horribles chez Nietzsche. Alors on m'accusait de réduire ça à ça, mais par exemple, il dit dans l'Antéchrist, avec les handicapés, il faut les aider à mourir, etc. Et bien sûr, ça fait penser à la politique d'extermination des handicapés du Troisième Reich. Tout cela est vrai, et en même temps, bon, c'est réducteur, hein, il n'y a pas que ça chez Nietzsche. Et aussi un éloge de la danse, je sais pas, bon, pourquoi pas. Mais ça existe aussi. Bon, mais en fait, l'idée avec ce nietzschéisme de gauche, ça veut dire, vous inquiétez pas, n'assumez pas ce qui est inassumable, ce qui est Troisième Reich, voilà, on a compris, en 1945, l'armée rouge a gagné. Ce qu'on comprend moins maintenant, hein, quand je vois le soutien à l'Ukraine, j'ai l'impression qu'on dirait qu'ils veulent rejouer la Seconde Guerre mondiale. Ça aussi, ça a beaucoup changé. Hein. Avant, on se sentait presque conservateur. Oui, le monde d'après 1945, oui, ça va, décolonial, les peuples, l'ONU, le droit de non-ingérence, moi ça me va. De ce point de vue, d'ailleurs, je reste conservateur. Hein. Bien que marxiste, ce droit international, moi j'y crois toujours. Hein. Il est tellement le fruit de tellement de sacrifices. Mais donc, on entérinait ça, mais on disait, bon voilà, vous prenez votre idéal aristocratique pour vous. Voilà, et puis vous êtes un bon consommateur libéral, et c'est parfait. Et en fait, tout droit vers le libéralisme. Et ça marche parfaitement, ça avait cette fonction-là. Et le pire, parce que je me souviens, je crois, après j'ai publié des choses vraiment pires, parce que justement, j'ai voulu creuser l'histoire du socialisme. Alors bon, enfin, moi je me croyais... très modéré, je me crois toujours, hein, mais a priori, ça m'a valu en tout cas, puis avec la maison d'édition, un certain ostracisme. Hein. Mais alors à l'époque, non, c'était un peu sur la place publique, et j'avais carrément, je me souviens, j'ai jamais connu autant de violence. Parce que je me souviens, quelqu'un qui était venu à un salon du livre de Paris, il m'avait dit, tiens, stalinien, tu mérites une balle dans la tête, un prof de philo. Voilà, j'avais fait une conférence à la Sorbonne avec Jean Salem. Des gens, mais littéralement en train de hurler. Après, j'ai compris en fait quelle était leur sociologie. C'était des braves profs de philo de gauche qui se servaient de Nietzsche dans leur cours, en fait, tout simplement. Parce que, je sais pas si c'est maintenant comme ça, il faudrait me confirmer, mais la philo, au point de vue pédagogique, vous aviez des grands thèmes. Hein, à un moment, vous usiez le travail, par exemple. C'est toujours le cas. Oui, c'est toujours le cas, bon, merci. Donc, par exemple, si vous faites le travail, vous pouvez... Évidemment, vous êtes en classe de terminale, il faut un peu varier, vous pouvez quand même pas arriver avec l'extorsion de la plus-value. Bon, à la fois, super si vous arrivez à le passer sans inspecteur, j'imagine que ça va pas être évident aujourd'hui, mais vous pouvez le faire. Bon, tout de suite, le premier tome du Capital, pourquoi pas. Mais bon, en même temps, c'est normal que vous variez. Donc à un moment, vous servez Nietzsche et vous prenez la citation, le travail est la meilleure des polices. C'est pas mauvais comme idée d'ailleurs, c'est une idée de régulation, c'est bien d'avoir un peu l'esprit critique. Et il se servait de Nietzsche un peu comme ça, bon, ça fait un peu réfléchir, et c'était pas méchant, et ça mange pas de pain. Et les gens se sont sentis, en fait, littéralement, comment dire, agressés par ça, comme si je rentrais dans cette thématique. Donc, le problème, si vous voulez, c'est que il y avait tout, outre, ce qui me gênait le plus, ce qui me gêne toujours, parce que je trouve que la mythologie reste, qu'elle soit au nom de Nietzsche ou pas, c'est la démarxisation. Parce que là, on voit bien où ça aboutit. Et même au sein de la gauche, hein, c'est sortir de la dialectique, sortir de la pensée marxiste. Bon, mais le problème, c'est qu'il y a eu justement donc, des gens qui ont théorisé ça. C'est pas du niveau de Michel Onfray, c'était des gens... Michel Onfray, il a fait... Je disais à l'époque, il fait que repasser les plats. Aujourd'hui, on sait à qui il les repasse. Les plats, c'est directement à Marine Le Pen. Hein, je vous donnerai un exemple. Mais il repassait les plats de mai 68 et tout ça, de ce gauchiste de mai 68. Hein. Bon, mais donc, à l'époque, donc... Ce problème méthodologique de la sortie du marxisme,
une espèce d'éthos plus ou moins libéral. C'est-à-dire, je me prends moi-même pour un aristocrate. C'est la formule de Hestinger. Je suis l'anarque. Je suis à la fois anarchiste et une sorte de monarque. Mais en fait, tout le monde se croit comme ça. Si vous n'avez pas le sens politique, vous êtes tous comme ça. Un enfant, il veut juste consommer, ouvrir la bouche, avoir son biberon. C'est normal si vous n'avez pas d'éducation et de culture. Vous êtes tous des anarques. Il avait l'air de prononcer ça comme ça, mais c'était tout à fait banal. Mais alors, ce qui était drôle, c'est qu'en fait, pour justifier un peu ce nietzschéisme de gauche, il y avait des légendes urbaines. Et moi, ça m'amusait énormément, parce qu'il y en avait plein à l'époque. Et je crois quand même... Ce qui est intéressant, c'est que là, je discutais avec le traducteur anglais, qui était situé du côté de l'Australie. Il me disait, attention, c'est vrai, vous pouvez pas savoir, je vais signer sous pseudo, vous pouvez pas savoir à quel point c'est compliqué. Et puis on traite Lukács de stalinien, qui avait critiqué Nietzsche. Et puis c'est vraiment, moi j'avais l'impression de me retrouver 20 ans avant. Parce qu'en même temps, autant... Parce que ce qui était intéressant, je m'étais tellement passionné par la question qu'on avait tout publié d'un coup. On a republié La destruction de la raison de Lukács, qui n'était plus disponible. C'était une véritable censure. Ce livre n'était plus disponible depuis 1954 ou 56. Parce que je crois que 54 c'était l'édition allemande et 56 c'était la traduction française. Donc voilà. Il n'y avait plus de parution de ce livre. Alors que c'est à mon avis, c'est le meilleure introduction à la philosophie, parce que tout simplement parce que je suis comme je reste dialecticien, c'est une opposition frontale. On met des philosophes par rapport à la conséquence politique. En fait, on les prend au sérieux dans leur pensée. Il faut prendre la philosophie au sérieux. C'est pas juste briller sur France Culture. Il y avait une pub pour France Culture, briller dans les salons en ville. À un moment, ils avaient osé sortir ça du temps de Laura Adler. Non, justement, la philosophie, on se sert du savoir, du meilleur. On se met à la hauteur de toutes les connaissances scientifiques et on essaie de poser des questions politiques. On est vraiment dans l'incandescence totale. Donc justement, la philosophie, il faut la prendre totalement au sérieux. Il faut la respecter. Il faut respecter les conséquences du nietzschéisme, respecter les conséquences du marxisme. Donc vraiment, on était... Et alors, donc on avait publié d'un coup La destruction de la raison de Lukács. Moi, j'étais dans ça. Et puis, à un moment, il y a eu le monument de Losurdo, qui a fait le rebelle aristocratique. Et là, qui a complètement changé les choses et qui a détruit toutes ces légendes urbaines qui servaient, en fait, le nietzschéisme de gauche. Et je vais vous dire lesquels. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on l'a fait d'un seul coup. J'ai été modestement, je suis plus fier de mes travaux d'éditeur évidemment, mais je sais qui est bien quand on est éditeur, c'est qu'après on se sent pas obligé de prendre sa bibliothèque et puis de la mettre dans des livres et faire du copier-coller. Malheureusement c'est aussi un travail d'un éditeur qu'on prend par un livre, c'est qu'on se rend compte que quelqu'un a fait du copier-coller d'un autre livre. On va pas passer notre temps à chaque génération à republier des mêmes choses, on vaudrait mieux faire lire ce qui avait déjà été fait. Voilà, donc c'est pour ça que ça reste à mon avis important, mais on l'a fait d'un seul coup, et je crois que d'une certaine manière, ces légendes urbaines ont explosé. Il y a quelque chose qui a explosé, il y a quelque chose qui fait qu'en même temps, c'est pour ça, d'une certaine manière, je suis un petit peu fier, parce que voilà, si ce livre est autant daté, c'est parce qu'il y a quelque chose qui a marché. Voilà. Et ça passait plus. Et je vais vous dire quoi. Alors, la sœur, la légende de la sœur. Bon, alors la sœur, elle, vous n'avez même pas le problème de Nietzsche précède Hitler. On sait bien que Nietzsche précède Hitler, on sait bien que Nietzsche ne se serait jamais inscrit dans la SA parce qu'il est trop aristocratique pour ça, il se serait certainement pas commis à marcher avec eux, enfin à défiler avec eux. En fait, quand on comprend ne serait-ce que la sociologie des intellectuels, de Mannheim à Bourdieu, en passant par n'importe qui, ce sont des évidences. D'accord, donc peut-être qu'il n'aurait même pas pris sa carte, peut-être qu'il n'aurait pas fait le discours de rectorat de Heidegger, dont on disait qu'après l'avoir lu, on ne savait pas s'il fallait ou lire les présocratiques ou s'inscrire dans la SS. Donc c'était la blague de Levitt, mais enfin, c'était un peu tragique. Mais donc il y avait ce problème. Alors la sœur, oui, elle avait sa carte au NSDAP, donc voilà, et elle avait des financements du Troisième Reich, et elle avait accueilli Hitler à la maison de Nietzsche. Voilà. Et elle a eu la très mauvaise idée de faire une sorte de compilation des écrits Nietzsche qui s'appelle La volonté de puissance. Déjà, même thème de volonté de puissance, on sent qu'on est plutôt dans les thématiques du surhomme et tout, on n'est pas dans le nichisme de gauche là, hein, on est vraiment... Mais en fait, bon, ce livre était une assez bonne compilation, et ce que Losurdo montrait avec beaucoup de bonheur, c'est en regardant par exemple les éditions de la sœur par rapport aux manuscrits originaux. L'époque wagnérienne de Nietzsche, où il est dans un antisémitisme absolument caricatural, la sœur, en fait, se sent obligée de gommer ça. Et par exemple, il y avait
quand Nietzsche dit quelque chose, quand il parle des Juifs, la sœur barre et elle met socratique. Alors, pour n'importe quel lecteur de Nietzsche, c'est évident. Parce que mais pour d'autres, c'était le nom de code de cette époque pour pas dire juif, même si ils avaient quand même assez peu de prévention. Parce que pour Nietzsche, en gros, le juif, c'est déjà, quelque part, c'est le christianisme. C'est déjà, c'est un peu le même. Finalement, c'est le même combat que Heidegger qui veut remonter au présocratique. Il supporte pas l'idée, cette espèce de plébéien qui n'était pas un Kalos Kagatos, qui était moche comme Socrate, qui commence à faire de la dialectique, qui commence à aller provoquer Calliclès. Voilà, il y a quelque chose qui va pas dans ce. Donc, et en même temps, on va revenir un peu au Losurdo, c'est la force de Losurdo, c'est de voir que d'un point de vue politique, comme penseur réactionnaire, c'est absolument génial. C'est-à-dire qu'il va vraiment essayer de montrer là justement des généalogies, des passerelles sur tout ce qui habitue au socialisme. Ça me fait que renforcer quelque part l'idée de marxisme, c'est-à-dire à quel point l'humanité en fait est portée en germe en fait tous ces éléments. Mais voilà, en tout cas, voilà, Socrate c'est un juif pour Nietzsche. Voilà. Bon, et donc, mais la sœur gomme parce qu'elle a besoin d'euphémisme. Donc bon, commençons pas avec cette phrase-là. Vous aviez les légendes urbaines, vous aviez le Nietzsche dans le Gai Savoir qui rend hommage aux Lumières. Alors, ça peut paraître bizarre, parce que vous voyez les penseurs contre-révolutionnaires rendre hommage à Voltaire, Rousseau, etc., Diderot, non, c'est pas possible. Donc on se dit, là ça fait bien Nietzschéen de gauche. Bon, en fait, c'est surtout des hommages à Voltaire, et Voltaire surtout comme... en plus, il détourne même le sens des mots. Quand Voltaire disait « écrasons l'infâme », c'était quand même l'intolérance religieuse, l'infâme. Et pour Nietzsche, c'est les Chandala. Les Chandala, c'est les sous-castes indiennes. Hein. Ça, il en parle souvent. Donc en fait, on voit bien que c'est à la fois toujours, c'est un francophile. Ça aussi, ça a beaucoup, comment dire, aidé le nietzschéisme de gauche, qui est quand même un phénomène très français. C'est que Nietzsche était absolument bon, au bout d'un moment, mais c'est peut-être à son honneur aussi de voir les limites de l'Allemagne, et pourquoi pas, c'est ses côtés légitimes. Hein, mais en même temps, bon, bah, évidemment, l'action française se jetait sur lui comme grand penseur entièrement. Vous savez, l'action française, ils ont toujours détesté les Allemands, sauf quand ils étaient chez nous entre 40 et 44. Alors là, ils étaient parfaits. Donc, et Maurras écrivait des lettres pour demander qu'on flingue les résistants. Voilà, mais il redevient à la mode. Ça aussi, ça a complètement changé. Moi, je pensais pas que ça arriverait dans ce pays. Mais bon, voilà. Et puis maintenant, ça devient presque cool. Enfin, pour moi, c'était vraiment tout ce qu'il y avait de poussiéreux, de pétainiste, au sens vraiment scrognonieux, mais alors maintenant ça devient, je sais pas, tout ce que la bourgeoisie française avait depuis moisi, depuis pourri, enfin vraiment, bon, maintenant ça devient porteur, enfin. Et on se croirait, parce qu'il y a même des jeunes qui portent ça un peu comme les incroyables et les merveilleuses après Robespierre, quoi. On voit vraiment l'époque contre-révolutionnaire à mort, quoi, qui arrive. Hein. Donc voilà, donc hommage à Robespierre, on comprend bien jusqu'à quel point. Alors il se trouve, voilà, ça fait partie vraiment de la légende, je vous ai parlé de Nietzsche antisémite, mais c'est vrai, c'est absolument vrai qu'il a écrit qu'il était un anti-antisémite et qu'il voulait même fusiller les antisémites. Il a écrit surtout dans les fragments finaux. Alors ça c'est intéressant, et alors tout le monde se précipitait là-dessus en disant c'est merveilleux, un peu comme Bernanos, vous savez, dans les grands cimetières sur la Lune, une sorte de quelqu'un qui serait arrivé et qui aurait compris le problème, qui serait remis en cause. Alors le Losurdo en fait fait une analyse, parce que la biographie elle est énorme, il le suit en fait, mais je dirais pas plus que année par année, il le suit presque mois par mois. On voit vraiment la stratégie, c'est absolument magnifique. Et il remet complètement dans le contexte. Ça veut dire quoi? Qui sont le parti antisémite? C'est un parti très clair, c'est le parti de Guillaume II. Et le parti de Guillaume II, c'est quoi? C'est continuer... après la mort de son père, son père avait régné très très peu. Hein. C'est pas Frédéric Ier, c'est... Enfin, oui, non, excusez-moi, j'ai un trou là complètement sur le souverain. Bon, c'est pas grave. En tout cas, son père était partisan de la théorie victorienne, c'est-à-dire vraiment de l'Angleterre victorienne. Surtout pas, même les embryons de sécurité sociale qu'avait donné Bismarck, on arrête avec ça. Au contraire, bon, vous savez, la raison pour laquelle Bismarck a donné la sécurité sociale, c'est qu'il avait à peu près regardé l'espérance de vie d'un ouvrier à l'époque et la retraite, elle n'est pas plus loin. Hein. Voilà, donc mais en même temps, bon, on voit bien, il crée une nation moderne qu'il faut mettre au travail. Donc vous pouvez pas, vous avez quand même besoin que cette population soit relativement en bonne santé. Vous pouvez pas totalement, comment dire...
Voilà, vous ne pouvez pas pousser l'exploitation jusqu'à la limite qui est quand même la mort physique. Bon, le parti de Guillaume II, c'est continuer un peu cette politique de Bismarck. Et il se trouve qu'ils sont très antisémites. Et Nietzsche, en fait, était pour une politique, au contraire, ultra à l'anglaise, vraiment le libéralisme poussé jusqu'au bout, sans aucune... Et c'est pour ça qu'il s'oppose en fait à la politique de Guillaume II. C'est ça qu'il supporte pas chez son beau-frère. Il a remis en fait dans ces contextes-là. À la même époque, Nietzsche dit qu'il veut créer une sorte d'aristocratie avec un mélange de gentilshommes prussiens et, je sais pas, de juifs qui ont un talent pour l'argent. Bon, on connaît la chanson, quoi. Et ça ferait une nouvelle surrace. Enfin, oui, on sort pas du racisme, on sort pas de cette pensée-là. Enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Mais des contresens. Alors, je pense, par exemple, parce que d'ailleurs, c'est pour ça que quelque part, faut rendre hommage à Emmanuel Faye qui a fait un bon livre sur Heidegger. Alors, Dieu sait qu'il a été critiqué. Mais alors, moi j'ai jamais jugé un père par rapport à son fils, etc. Mais c'est vrai que son père était connu comme le grand apôtre du nietzschéisme de gauche, enfin. Et il disait, ce passage le plus beau, le plus secret, c'est Nietzsche dans la généalogie de la morale. Il dit, et là, vous voyez, la révolte des esclaves dans la morale. Il n'avait pas compris que le jugement de valeur, c'est que la révolte des esclaves dans la morale, c'est une catastrophe pour Nietzsche. Enfin, je pense que c'est le Chandala. Enfin, c'est que vraiment des points de vue, je ne demande même pas de précision philologique, je demande juste un peu de cohérence, quoi, simplement par rapport au reste de l'œuvre. Enfin, donc justement, à cette époque, on disait, Derrida disait, Nietzsche a dit tout et son contraire. Alors, c'est vrai, c'est plein de choses, il y a tout et son contraire, et c'est vrai que vous avez le Nietzsche dansant, vous avez le Nietzsche qui dit rien qu'un fou, rien qu'un poète, tout ça, ça existe, c'est vrai. Mais par contre, alors, si quelque chose sur lequel, je pense qu'il n'a jamais dit tout et son contraire, c'est sur le socialisme. Depuis le début, depuis ses premières lettres, où il assiste à la Commune de Paris, horrifié, en se demandant si on n'a pas brûlé le Louvre, la nouvelle est fausse, mais était quand même annoncé. Pour lui, c'était... Évidemment, le socialisme ne pouvait être que la barbarie. Donc, depuis le départ, et en même temps, c'est pour ça qu'il est un immense penseur réactionnaire, c'est qu'il va essayer de comprendre, à la fois il ne va pas lire Marx, mais il va essayer de comprendre, en fait, d'où sort cette espèce d'esprit socialiste. Enfin, il va tenter d'en faire une généalogie. De ce point de vue-là, et le sourd de raison, c'est le plus grand penseur réactionnaire. C'est-à-dire qu'il va en traquer les prémices dans le christianisme, dans l'esprit socratique, dans à peu près tout ce que vous voulez, et en essayant de se dire, c'est pas tellement... Est-ce qu'on peut revenir à avant la Révolution française? Ça, c'est Joseph de Maistre et tout ça. Et encore, non, Joseph de Maistre, comme on sait, il avait une pensée beaucoup plus fataliste. En fait, il pensait que c'était une punition divine et que de toute façon on sortirait par d'autres moyens. C'est pour ça que c'est un des plus intéressants dans les penseurs contre-révolutionnaires. Enfin bon, il y a une petite idée. Nietzsche, non, c'est un polémique qui est absolument... Il se dit, c'est pas possible, il doit y avoir quelque chose de plus profond. Donc, nos sourds, il réhabilite complètement Nietzsche comme tacticien. Et aussi, je pense que l'Italie, c'est quand même un pays hautement politique. C'est le pays des guerres florentines, c'est le pays de la guerre civile, à Rome, l'époque romaine. Enfin, c'est vraiment... de toute façon, on sait que c'est extrêmement... c'est pas un pays... c'est pas la Deutsche Misère dont parle Marx, où vraiment le gros problème, c'était une capacité théorique extrême, mais en même temps, on théorisait aussi l'absence de réalité politique. Donc le Sourdeau, en fait, trouve une formule, parce que, ça j'ai oublié de vous le dire, mais on ne s'en sortait pas, vous savez, dans cette accusation de vous voulez pas le lire, vous le dénigrez, etc., on s'en sortait pas parce qu'on avait toujours cette idée de dire Nietzsche, donc, de quel droit vous osez dire que c'est pas un philosophe, qu'il est mauvais, etc. Alors, Lukács a son concept d'irrationalisme, pas pour ça qu'il dénigre la capacité philosophique. Il est très grand penseur irrationnel, c'est une pensée irrationnelle qui cherche à détruire la raison, à la limiter. Ça peut être fait très subtilement dans le cas de Nietzsche. Et en même temps, vous avez quand même aussi la forme aphoristique, qui pose problème sur la sortie de la philosophie, jusqu'où c'est légitime. C'est pour ça qu'on a publié un autre livre qui était de Wolfgang Harich, qui était un disciple de Lukács, Nietzsche et ses frères. Et des fois, il disait, je me souviens très bien une formule, il disait, il y a certains aphorismes de Nietzsche, on dirait que ça ne départ pas beaucoup d'une sorte de critique astrologique dans un journal. Faut pas toujours prendre tout au sérieux en pensant qu'il y a du concept à chaque fois. Non, justement, on peut pas créer les concepts à coup de marteau comme le pensait Deleuze. La patience du concept, ça ressortit en fait à l'étude même du réel et de ses contradictions, et c'est un travail. Donc, mais en même temps, voilà, c'est lu avec le Sourdeau.
Là, au contraire, on le prenait comme penseur totus politicus. Voilà. D'abord, penseur politique, c'est pour ça qu'il faut vraiment distinguer l'apport méthodologique, la philosophie et la capacité. Là, on peut dire chapeau l'artiste. Hein, donc, mais bon, d'une certaine manière, ça ne fera jamais le poids contre le marxisme. Parce que le marxisme s'appuie sur la science. Et d'une certaine manière, c'est pas pour rien qu'il y a cette répartition des rôles. Toute classe qui prend le pouvoir, toute classe révolutionnaire, mais c'est aussi le cas de la bourgeoisie en France au XVIIIe siècle, par exemple. Pour prendre le pouvoir, elle s'appuie sur ce qu'il y a de mieux scientifiquement. Elle se met à la hauteur de ce qu'il y a de mieux scientifiquement. Et la classe, au contraire, qui bloque, elle est dans la mythologie. Elle se repaît d'illusions, de mythes. C'est pour ça que, d'une certaine manière, Gramsci a tellement travaillé sur ça. Qu'est-ce qui s'est passé au XVIIIe siècle, pour qu'on arrive à la Révolution française. Après, il y a aussi un très grand historien qui s'appelait Jean Nicolas, qui n'a pas aussi la rébellion française, c'est-à-dire la rébellion dans les campagnes, qui n'ont fait en fait que préparer aussi 89. Mais c'est aussi les deux, c'est aussi le Procope. Et c'est aussi même Voltaire qui n'aurait jamais eu l'idée de la Révolution française. C'est cette agitation-là par rapport au dogmatisme religieux. Tout ça contribue. Mais en même temps, vous avez... en tout cas, la bourgeoisie française qui prend le pouvoir s'appuie sur les Lumières. Et Lukács, ça c'est aussi l'idée géniale de la destruction de la raison, c'est qu'en fait, il voit le tournant. À quel moment la bourgeoisie française lâche la scientificité? C'est 1848. Et c'est-à-dire, là c'est comme Auguste Comte. Elle s'appuie sur Auguste Comte, c'est-à-dire elle se met en fait à séparer de manière complètement comment dire, non justifiée les sciences. Elle sépare par exemple la sociologie de l'histoire. Vous voyez bien que les sociétés sont en mouvement, et en même temps, avec les néoclassiques, les économistes néoclassiques, elle va séparer l'économie, pareil, des conditions de production, elle va chercher des modèles abstraits. C'est-à-dire qu'en fait, elle va, d'une façon assez mesquine, en fait, privatiser les domaines du savoir. Et une des forces de la bourgeoisie, par exemple, au point de vue universitaire, c'est de cloisonner en fait, les disciplines, pour faire des idiots utiles. Des gens qui cherchent un tout petit truc, vous voyez, indépendamment de tout le reste. Ça détruit bien le marxisme. Alors qu'en fait, évidemment qu'on a toujours eu du mal à avoir des pics de la mirandole, et c'est ce paradigme de la non-lecture, c'est quelque chose aussi de moderne, tout simplement par rapport à l'état des connaissances. C'est très compliqué d'avoir des... Mais au moins que ne pas renoncer à une vision large des choses qui peut s'étudier avec des équipes, parce que le marxisme aussi parle de sujets collectifs, il s'appuie là-dessus, on n'est pas tout seul. Et ce qui est aussi en jeu, strictement philosophique aussi, c'est l'attitude. Qu'est-ce que c'est qu'un sujet? D'un point de vue strictement anthropologique, le nichéisme s'adresse à vous, vous serez l'aristocrate de vous-même. Mais est-ce que ça correspond même à une vision anthropologique? Est-ce que l'humanité s'est forgée comme ça? Est-ce que c'est pas forgé par la solidarité? Moi, ce qui me frappe, si vous regardez les connaissances sur les hominidés, c'est qu'on voit très bien que le développement en fait, du cerveau humain est lié au fait à la prématuration du nouveau-né. Vous savez, la guenon se relève, son bassin se rétrécit, elle meurt tout en couche. Un enfant par rapport à un petit fan, ça, évidemment, ça ne s'est pas marché. Donc il faut développer l'empathie, le langage. Et en fait, c'est par la solidarité que l'humanité s'est développée. Donc en fait, leur vision complètement darwinienne, néo-darwinienne, sur laquelle ne cesse d'insister Nietzsche, en fait, est un non-sens. C'est faux, simplement scientifiquement. C'est pas la concurrence absolue qui fait qu'on s'en sort. Au contraire, on arrive plutôt à une entropie totale. C'est par la solidarité. Alors après, justement, dans la culture, l'intelligence, c'est que chacun puisse aussi développer des caractéristiques propres, mais tout ça, ça demande aussi déjà qu'un certain nombre de minima sociaux soient atteints pour développer justement une pensée propre. Et pas... Moi, ce qui m'amuse le plus, c'est cette question de lecture, c'est que justement, vous voyez bien que les gens qui se mettent à se dire j'ai fait la philosophie parce qu'à 15 ans, je me suis mis à lire Nietzsche, c'est extrêmement banal si vous voyez les chiffres de lecteurs. C'est tout le monde. C'est ça le paradoxe. Ce qui est 10 fois plus difficile, c'est crayon en main et est-ce que j'ai compris le capital? Ça veut dire ça, c'est plus dur, quoi. Voilà, c'est ça le... Donc... oui, alors qu'est-ce qu'il y a eu d'autre aussi par rapport à cette période? Oui, il y a eu la ferraille de guerre. Alors ça, en fait, c'est différent parce que c'est vrai qu'il y a toujours le problème de Nietzsche précède le fascisme, d'accord. C'est tout à fait... Même si, bon, Hitler était un Nietzschéen de droite. Alors, ce qui est compliqué, c'est que, par exemple, il y a eu un hegelianisme d'extrême droite. Mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est que parce que donc dans le champ universitaire, de toute façon, il n'était pas question de parler de Marx à peu de choses près avant 1945.
C'est pas possible, ça n'existait pas. C'était vraiment trop hegélien. Mais a priori, la question, c'est plutôt justement dans les prémices, qu'est-ce qui mène à Marx? C'est le rapport à Hegel. Vous savez que justement en France, pour des raisons d'anti-germanisme primaire, Hegel a été traduit au départ, surtout pour l'esthétique de Cousin, mais par exemple la phénoménologie de l'esprit. Ça ne commence en fait, vous avez des cercles qui commencent à travailler ça dans les années 30 du XXe siècle, hein, mais c'est vraiment, ça n'apparaît surtout qu'après la guerre. C'est pas le cas en Italie. En Italie, il n'y a pas cet anti-germanisme primaire. Le premier, c'était les Autrichiens. C'est pas pareil d'une certaine manière. Donc c'était un pays extrêmement imbu d'hégélianisme, et avec un hégélianisme à toutes les sauces. Ça peut autant inspirer un marxiste comme Labriola qu'un libéral bourgeois comme Croce. Enfin, c'est une grande pensée. Hein. Et évidemment Giovanni Gentile, qui est le ministre de l'Éducation de Mussolini, qui est un universitaire de l'époque. Il ne va pas déshégélianiser volontiers l'université. Donc c'est ce contexte italien où vraiment Hegel était sur toutes les lèvres, traduit de toutes les manières, qui fait que oui, effectivement, vous aviez, en plein fascisme, vous aviez on continue à parler de Hegel à l'université. En même temps, c'était pas tellement ce qui intéressait Mussolini, mais on sait que Mussolini adorait Nietzsche. On sait qu'il a écrit des articles dessus, et dans un sens futuriste. Évidemment, il ne faut pas réduire Nietzsche à ce que Mussolini en écrivait, mais simplement, on sait que les fascistes sont beaucoup plus influencés par ça, que cette espèce d'hégélianisme qui en fait est une espèce de réduit à, enfin même travesti en apologie pure et simple d'un État totalitaire qui matraque c'est assez grotesque. Mais par contre, en Allemagne, ce qui est plus intéressant, où là vraiment on était vraiment au cœur même enfin on pouvait lire Hegel dans le texte, il y a quand même je ne sais pas si tout le monde est au courant, mais Carl Schmitt, est-ce que vous savez ce qu'il a dit le 30 janvier 1933 ? 30 janvier 1933, vous savez, c'est l'élection de Hitler à la chancellerie, hein, ouais. Sur Hegel. Aujourd'hui, Hegel est mort. C'est pas rien quand même. Hein. Ça va très très loin. Qu'est-ce qu'a répondu Heidegger ? Dans une polémique interne, on était entre mondains nazifiants. Non, c'est aujourd'hui qu'il a commencé de vivre. Ça veut dire qu'en gros, Hegel, c'est bon, mais à condition qu'il ait la croix gammée. Hein, c'est parfait. Donc, vous voyez quand même, bon, cette espèce de... Je dis ça parce que sur le front de l'Est, si quelqu'un me retrouve le nom du commentateur, j'aimerais bien, parce que je sais que c'était un commentateur anglais, je crois que c'était un journaliste, qui a fait une boutade, en même temps je la trouve assez amusante, même si le contexte est tragique. Il avait dit sur le front de l'Est, finalement, on est en plein la guerre sur le front de l'Est, hein, Kursk, Stalingrad, tout ce que vous voulez. Et il dit, on a l'affrontement finalement, c'est la querelle entre les hegéliens de gauche et les hegéliens de droite. Bon. C'est très amusant. En même temps, moi j'aime bien qu'on prenne au sérieux la philosophie, parce que voilà, la philosophie, ça a des conséquences très très sérieuses. Mais non, Hegel n'était pas un hegélien de droite. Et malgré les Kroneur, etc., non, c'est pas vrai. C'était un chien. Quand Mussolini a été... vous savez qu'il y a une première invasion, la Sicile est envahie, le fascisme tombe, Mussolini est emprisonné au Gran Sasso, et il y a une invasion rocambolesque. Hitler va faire évader Mussolini, et puis après on fait sa chose. Après il y aura la République de Salo, etc. Bon, mais avant de faire évader Mussolini, qu'est-ce que fait Hitler ? Il envoie à Mussolini les œuvres complètes de Nietzsche. C'était leur... voilà. Et je n'ai plus, visiblement, parce que là, je vous dis, la France a changé, je n'ai plus mes profs de philo de gauche en furie, devenus rouges comme des tomates parce que je dis ça. Donc non, j'ai pas dit que Nietzsche est fasciste, je dirais jamais ça, parce qu'on ne peut pas le dire, ça n'a aucun sens. Et j'interdis à personne de lire Nietzsche. Mais ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, voilà, ce nietzschéisme de droite, vous pouvez penser qu'il est inauthentique, etc. Vous avez sans doute vos raisons. Mais en tout cas, il a bien existé. Et je ne peux pas me sortir de la tête que ce qui a été absolument déterminant pour nous, et qui fait, comme je vous dis, que je suis conservateur de valeur de 45, et je pense même qu'elles sont plus fortes que l'URSS. C'est-à-dire qu'elles sont dues à la victoire de l'URSS, mais même sans l'URSS, elles restent. Parce que le sacrifice des soviétiques a été tellement fort que malgré la chute de l'URSS, ça perdure. Voilà. Eh ben, vous ne pouvez pas me faire sortir de la tête que vous avez quand même les fils de Marx qui se sont affrontés avec les fils de Nietzsche. Donc c'est comme ça qu'il s'est joué, c'est comme deux visions du monde. Vous pouvez penser que c'est un immense malentendu, vous pouvez faire comme n'importe quel gauchiste, penser qu'on n'avait pas lu bien les manuscrits de 44 de Marx, et c'est pour ça qu'on a eu le stalinisme, etc., et qu'on aurait dû faire, alors que Hitler était en train d'armer, on aurait dû faire dépérir l'État. Voilà. On va penser ça, il n'y a pas de problème. Et vous pouvez penser qu'on n'a pas bien lu les aphorismes sur la danse de Nietzsche, sur la musique, et les phrases superbes de Nietzsche sur la musique, hein, c'est aucun problème. Voilà. Bon, mais en tout cas, ça a eu lieu, ça fait 30 millions de morts. Bon, voilà.
des deux côtés. Et ça a été décisif pour un choix qui était est-ce que l'humanité arrive en disant on bannit l'esclavage, on bannit le colonialisme, au moins formellement, hein, c'est-à-dire que est-ce qu'on bannit l'ingérence, est-ce qu'on laisse les nations se développer elles-mêmes? A priori, c'est la charte de l'ONU. La charte de l'ONU est encore plus forte que l'ONU. L'ONU peut se tromper, mais la charte de l'ONU, elle est quand même, c'est important. Et ça c'est quand même, de ce point de vue-là, le fait de bannir le colonialisme et l'esclavage, c'est pas forcément très, très nietzschéen. Il y a des phrases où Nietzsche a justifié l'esclavage. Il justifie l'esclavage pour la classe des oisifs, en fait. C'est une conception, en fait, qui est antique, du terme. Même si, quand vous étudiez l'Antiquité, ce qui frappe aussi, c'est à quel point, justement, cette culture humaniste gréco-romaine avait déjà produit une forme de négation de l'esclavage, qui va produire le christianisme, mais qui produit aussi Sénèque, qui produit déjà c'est beaucoup plus subtil que ça. C'est pour ça même que certains nietzschéismes ont été renforcés par la pensée dite traditionnelle, les Guénon, les Évola, etc. Donc moi j'imagine peut-être un Nietzsche un peu comme Évola. Julius Evola, à la fin de sa vie, il a écrit un livre dont le titre, moi, est amusant, c'est « Le fascisme vu de droite ». C'est pas mal quand même. C'est-à-dire, vous aviez des gens qui trouvaient que voilà, le fascisme, ça n'allait pas encore assez loin, quoi. Voilà. Donc oui, il aurait sans doute fait ça. Et puis je pense pas que Julius Evola, il défilait avec les SA, aussi qu'il a vécu à Berlin, qu'il connaissait très très bien. C'est vraiment pas la question, quoi. Je crois qu'on en était vraiment par là. Et c'est vrai que, bon, j'ai encore combien de temps? Écoute, il est 30. 30. 37. Bon. Ah oui, alors j'ai pas parlé de... Ah non, il est 47. 47, ah d'accord, bon, alors... J'ai pas parlé de Michel Onfray. Il était dans le sous-titre. Et à l'époque, vous savez, vous voulez vouloir partir. Non, mais je l'ai un peu abandonné depuis cette époque. Je savais plus trop ce qu'il faisait. Et simplement, j'ai voulu à peu près voir le... En fait, il était un symptôme. Et comme j'ai comme l'esprit éditeur, j'ai mis celui qui était très lu à cette époque, un peu connu, je me sers de ça. Voilà. Parce que les gens connaissent Michel Onfray. Je connais quelqu'un, un prof de philo qui me disait, oui, depuis que je fais la philo, je me suis renseigné sur Michel Onfray, parce que tout le monde parlait de Michel Onfray, il fallait bien que je réponde quelque chose. Donc c'était obligé, c'est incontournable. Je pense que c'est un philosophe médiatique. Il doit ça sans doute à son talent immense, il est sur toutes les télés. Donc voilà, et puis je crois qu'il écrit un livre par an, c'est un génie absolu. Et donc bon, ça m'amusait, parce que je lui prêtais pas justement dans cette généalogie, avec beaucoup de guillemets, je lui prêtais pas un rôle énorme. Je disais, il repassait le plat de cette idéologie gauchiste 68arde, extrêmement anti-marxiste. Et comme je me suis rappelé une chose, c'est qu'en 2002, il avait créé sa fameuse université populaire. Après, il s'est rendu compte que le terme venait de Politzer. Et cette université populaire, il a créé en 2002 parce que Le Pen père était arrivé au second tour. Sur une espèce d'électrochoc, il voulait une sorte de résistance populaire. Et aujourd'hui, j'ai vu une émission récente, là, c'était en plein sur les manifs pour les retraites. Il intervient pour dire que, oui, vraiment, ces gens de la NUPES, là, qui manifestent contre les retraites, en plus, ils sont mal habillés, enfin, vraiment, ça n'a pas la classe, et le vrai peuple se moque de ça, ils n'aiment pas le tutoiement citoyen de la Révolution française, enfin, voilà. Alors que, voilà, quand même, le RN, bon, ça va, et la cravate, tout ça... Wow. C'est violent parce que quand même c'est le moment où il s'agissait quand même de savoir si les gens allaient bosser jusqu'à 64 ans, y compris des métiers de force, quoi, des métiers physiques. Hein. C'était toujours comme dit. Moi j'attendais au moins d'un anarchiste quand même qui reste un peu proche quand même des enjeux ouvriers, quoi. Donc il se dit en plus, lui il fait de l'identitarisme là-dessus justement, parce qu'il dit venir de cette classe-là. Bon, c'est quoi Michel Onfray? C'est quelqu'un qui occupe une position médiatique extrêmement précise, qui est l'homme de gauche de droite. C'est très pratique. En fait, il arrive à être de gauche en rejetant les trois grandes révolutions mondiales. La Révolution française, la Révolution du citoyen, enfin jacobine en tout cas. La Révolution russe, c'est la Révolution du prolétariat. Et la Révolution chinoise, que vous pouvez aussi, qui est la même que la Révolution cubaine, c'est la Révolution des peuples du tiers-monde. Ça lui plaît pas. Mais il est quand même de gauche, bon d'accord. Et c'est parfait. Et puis aujourd'hui, bon, je pense qu'il sait même pas où il est. Mais on arrive, voilà. Donc moi j'ai compris, bon, les plats, il est repassé à Marine Le Pen. Bon, d'accord. Comme beaucoup de gens. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, la France a changé. C'est que maintenant, oui, il y avait une critique, une certaine critique fine du gauchisme 68ard marxisant. Évidemment, mais Michel Kouska a totalement théorisé ça. Il a appelé ça le libéralisme libertaire. C'est Macron, c'est aujourd'hui. C'est toujours eux qui règnent. Moi, j'avais l'impression, quand j'avais découvert Kouska en 98,
la republication de néofascisme et idéologie du désir, c'était 30 ans après 1968. Et vraiment, pour moi, ça a été un choc, parce qu'il décrivait l'époque. Il décrivait le pouvoir, voilà. Il décrivait ce qui s'était passé. Et c'était très beau qu'en plus, un marxiste, au moment où on était vraiment en train de leur dire c'est fini, vous êtes complètement plantés sur tout, ben non, il avait tout compris son époque. Voilà. Et donc, cette critique-là, mais c'était pour amener au socialisme. Et qu'est-ce qu'il avait dit, Kluskar? Néofascisme, idéologie du désir. Il avait dit, ça va être le temps des frustrés revanchards, après votre espèce de votre idéologie, justement, où tu consommes ce que produit quelqu'un d'autre. Bah, au bout d'un moment, de toute façon, il va y avoir la crise. Et après, bah, la seule pensée que vous serez capable de produire, bah, ça va être cette espèce de pensée réactionnaire. C'est la seule chose que les frustrés de la crise. Et ça va être justement cette montée C'est-à-dire que non seulement cette montée de l'extrême droite, non seulement il avait prévu Macron, il avait prévu Le Pen après. Il a prévu même la tenaille des deux. Donc ce que je veux dire, c'est que cette critique de 68, elle n'a de légitimité que si elle mène au socialisme. Et c'est pour ça que moi j'assume complètement, peut-être qu'il pour une certaine marginalité, mais après ces recherches-là, je me suis concentré sur c'était quoi les pays socialistes, et notamment sur faire publier un certain nombre de livres, parce que le seul avantage à la chute de l'URSS, c'est que les archives étaient ouvertes, c'est que de toute façon on devait réviser le jugement de la guerre froide, peu ou prou. Mais de toute façon, c'était pas possible. Et justement, en plus, vous aviez des arguments scientifiques pour le faire. Donc, et je pense aussi que tout ça, c'est le socialisme 1.0. On en fera un autre, c'est du primo-socialisme, comme dit Georges Gastaud. Drewski parle de socialisme 2.0. Voilà, mais peu importe, on en fera un autre avec peut-être d'autres caractéristiques. Mais de toute façon, il faut étudier le socialisme. Et c'est bien là le problème. Aujourd'hui, je donne un simple exemple, ça m'avait frappé. En ce moment, il y a eu les tests PISA. Vous savez, la France, c'était une catastrophe. Mais le monde entier, enfin, il y a vraiment une chute. Hein, de ces tests. Alors, on peut penser ce qu'on veut de ces tests, y compris le fait qu'ils sont quand même très peu adaptés au système français, qui est quand même très massifié, au bon sens du terme, enfin, qui est démocratisé. Et donc, c'est très difficile de jouer sur certains paramètres. Donc, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais je me rends compte que dans toutes les causes qui sont alléguées à ce qui est quand même une baisse de niveau, hein, une baisse de niveau général, il n'y a jamais un seul argument qui est... Je ne l'ai vu nulle part. J'ai même fait des recherches internet pour voir si c'était... Et pourtant, c'est quelque chose auquel pensait n'importe quel marxiste de base, hein, ou pro-marxisant. C'est même pas la peine de... Le blocage des forces productives. Au bout d'un moment, c'est ça. Il y a un système capitaliste qui s'enraille parce qu'il ne sait pas ce qu'il veut faire de sa population. Mis à part l'exploiter, ou de toute façon, ne pas les... Qu'est-ce qu'ils veulent en faire ? Pourquoi? Alors la Chine n'a pas concouru parce qu'il y avait le Covid, etc. Ils ont pas, effectivement, vu comment ils ont dû confiner, c'est sûr que les résultats ont baissé. Donc je comprends très bien d'un point de vue stratégique, mais on sait très bien qu'ils étaient les meilleurs. Et c'est pas la même chose que ces pays très confucéens comme le Japon, comme la Corée du Sud, où là en fait ils exploitent leur jeunesse. Ils font comme fait le capitalisme par rapport à la baisse tendancielle du taux de profit. Ils ont un paramètre et puis ils poussent l'exploitation jusqu'à la résistance humaine. Ah oui, évidemment, on peut faire suicider sa jeunesse en leur faisant des cours dans la journée et des cours de rattrapage dans la nuit. Et après, ils dormiront quand ils seront morts. Voilà. C'est à peu près ça qu'on leur propose. Mais la Chine, de toute façon, ils ne peuvent pas se permettre ça. C'est un pays gigantesque. Ils ont des problèmes, justement, que doit régler un pays socialiste d'aussi bons résultats. C'est parce que, justement, il y a une organisation. Parce que vous avez 80% d'économie qui est quand même encore dirigée par un parti communiste. Bon, en même temps, moi ça me gêne pas qu'il y ait un peu de marché. Hein. Ça, même Staline avait vu dans le 19e congrès, il a remarqué que non, le marché n'avait pas disparu, contrairement à ce que pensait Engels. Un peu de marché, ça permet de déterminer certains prix. Moi, je suis pas gauchisant là-dessus. Hein. Mais le reste, voilà, ça répond à une économie socialiste. Et en ce moment, c'est en train de changer le monde. Et vraiment, moi, en relisant là, depuis 15-16 ans, toutes ces problématiques, ce qui n'apparaît pas, c'est la Chine. Je vous le dis vraiment, parce que je vais essayer de pas parler sans trémolo, mais ça a tout changé. Ça a tout changé parce que on sait bien que la Chine était là, on sait bien qu'elle se développait, mais elle cachait sa splendeur, comme disait l'adage de Deng Xiaoping. C'était l'adage qu'il avait donné aux diplomates. On voit bien que un pays socialiste, aujourd'hui, c'est la meilleure économie du monde. Ça organise les choses.
Et quelle revanche sur ce espèce de nietzschéisme, lequel, celui de droite, authentique, pas authentique, mais quand on lit ce que Nietzsche racontait sur les Chinois, qui pour lui c'était les coulis de l'époque, hein. Vous savez, ces Chinois qui mouraient par dizaines de milliers dans les chantiers, sur le canal de Panama, etc. Et quelle revanche. Voilà, quelle revanche. Et en même temps, cette Chine qui arrive sur la scène de l'histoire en 49, hein, vous savez, en 49, c'est un pays dont le PIB est inférieur au pays de l'Afrique noire. Et Mao qui dit aujourd'hui la Chine est debout, et voilà, qui secoue le joug du colonialisme, parce que c'était un colonialisme. Vous avez imaginé le sac du palais d'été, la guerre fait par les Français et les Anglais, la guerre de l'opium, enfin ces humiliations. Et aujourd'hui qui arrive justement à organiser les choses, et y compris, bon, on peut dire ce qu'on veut sur les résultats de PISA, mais bon, quand vous êtes dans les meilleurs, avec une population aussi gigantesque à élever, c'est que le pays va de l'avant. Et ça construit. Et il garde les principes de 45, ce qui me semble ce pourquoi l'URSS s'est battu et a vécu, et qui perdure malgré lui, c'est 45. Donc la Chine c'était 49, et en même temps elle n'a pu récupérer son siège à l'ONU qu'en 71 ou 72. Mais aujourd'hui, c'est vraiment elle qui défend le droit international. C'est elle qui empêche la Russie d'exploser. Parce que quand les États-Unis arrivent quand la CIA campe littéralement à Kiev et bombarde le Donbass, vous me